pense que moi, le rugby a développé ma féminité. En fait, souvent, on joue un peu de ça, on est beaucoup à jouer avec ça. Vous la voyez comment, vous, la joueuse de rugby? Petite, costaud, avec les cheveux courts, un peu garçon. Enfin, votre image est complètement faussée, quoi. Tu vois, parce que tu fais un sport dit masculin, que dans la vie de tous les jours, tu es masculine, tu peux l'être. Mais on veut pas ce stéréotype de dire, elle fait du rugby, du coup, c'est un petit garçon. Il y a le terrain et il y a la vie d'à côté. C'est deux mondes différents. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rebond. Aujourd'hui, je suis avec Marine Ménager, co-capitaine de l'équipe de France et également double championne de France de rugby à 15. Bonjour Marine, tu vas bien? Bonjour, très bien, et toi? Ouais, ça va nickel. Toi, tu viens d'une région où le rugby n'est pas forcément très implanté. Comment tu en es venue au rugby? Mais des régions pas du tout implantées d'ailleurs. Pour le coup, mon arrivée au rugby a été un peu, comme beaucoup, j'ai voulu suivre ma grande sœur qui a fait le choix un peu par hasard de tenter l'aventure rugby. Et en fait, on traînait au bord du terrain avec Romane, du coup, ma sœur jumelle. Et au final, on s'est pris d'amour. Et j'avoue qu'on avait des physiques, déjà, on était bien plus grandes que les garçons à cette époque. Donc on rentrait un peu, on cochait toutes les cases du joueur de rugby, mais pour le coup, version féminine. Donc on est resté là-bas et on n'est jamais reparti. Et c'était dans quelle ville et à quel âge? Donc on a commencé à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, et on avait 7 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer? Je pense que pour le coup, c'était un sport où très vite on s'est rendu compte qu'on avait des capacités et aussi qui nous permet aussi qui nous a permis de nous émanciper vachement. On est deux personnalités hyper introverties avec ma sœur jumelle de base, beaucoup moins maintenant grâce au sport, mais c'est vrai qu'on avait du mal à s'exprimer et le rugby était une façon pour nous de le faire. On a eu aussi une bande de copains qui nous ont suivis d'ailleurs de nos 7 ans à nos 15 ans, avec qui on s'entendait très très bien, et des encadrants, pareil, qui étaient juste extraordinaires avec nous. Donc c'est un ensemble qui a fait, oui, le sport, on a de suite accroché, mais c'est tout le contexte qui était autour qui nous a fait rester et surtout jamais partir. Le rugby, c'est un sport qui est perçu comme très masculin. Il y avait peu de rôle modèles à cette époque et peu de moyens. Comment tu as pu te dire que tu pourrais en continuer et peut-être en faire ton métier? Alors pour le coup, en faire mon métier, j'y ai jamais pensé avant, je pense, mais même jamais avant les premiers contrats, parce que les premiers contrats sont arrivés en 2018 pour le 15, et si je ne me trompe pas, 2016 pour les filles du 7. Donc avant ma majorité, j'avais pas du tout, ça n'existait pas, des joueuses de rugby professionnelles, c'était pas envisageable, on était vraiment tourné vers le double projet. Le rugby était une passion et où malgré tout on voulait performer et aller jouer en équipe de France. Mais du coup, c'est arrivé sur le tard, le professionnalisme, et on n'a jamais eu de modèle, comme tu l'as dit, d'image de rugby féminin qui nous a montré un peu la voie. Donc nous, on était vraiment sur, on joue au rugby, on se fait plaisir, on donne tout. Et un peu notre Graal, c'était pouvoir porter un jour le maillot de l'équipe de France. Et avant ça, ces joueuses de l'équipe de France, comment elles vivaient? Elles avaient des emplois, elles travaillaient à mi-temps? Oui, moi, j'ai beaucoup de chance au final. C'est d'avoir été cette génération qui a connu justement ces femmes qui ont travaillé, qui ont posé des congés sans solde pour aller à un rassemblement à l'équipe de France. Et pour le coup, nous, cette nouvelle génération où on était encore un peu en sécurité parce qu'on était dans les cocons des pôles ou accompagnés par papa-maman parce qu'on était très jeunes, et ces femmes qui avaient la trentaine, qui travaillaient à côté et qui se débrouillaient avec les employeurs comme ils pouvaient pour venir en équipe de France. Et du coup, tu m'as parlé de double projet. Toi, comment tu as pu mettre en place ce double projet? Est-ce que tu as pu continuer les études? Alors moi, pour le coup, oui, j'ai continué les études au début de ma carrière. Après, c'est vrai qu'avec le temps, c'était plus compliqué de concilier les deux. Et aujourd'hui, les systèmes de fac font que, selon le domaine qu'on choisit pour nos études, c'est pas toujours évident de faire le double projet. Et puis plus tard, avec le temps, revenir en études n'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. J'avais envie un peu de connaître le terrain. Moi, j'ai toujours été intéressée par le métier de commercial. Ok. Donc sur cette année, depuis 2 ans, en fait,
je rencontre un peu des gens. J'ai fait 2 expériences en entreprise pour voir aussi, parce que avec notre statut de sportif de haut niveau, en général, on n'a pas fait les jobs étudiants l'été parce qu'on était en stage. Donc, on n'a jamais vraiment mis le pied dans le monde du travail. Ouais. Et j'avais envie de le découvrir avant de me retrouver un jour à 30, 32 ans, à sortir de ce monde qui est un peu parallèle du sportif de haut niveau et me confronter net au monde du travail. Ouais. C'est vrai que ça peut faire peur et je préfère le préparer au mieux. Et moi, ma façon de le préparer, du coup, c'est des petites expériences qui me permettent de voir vraiment. Et je me rends compte que le monde du travail, c'est un autre monde pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est drôle que tu parles de ce truc de job d'été, parce que c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on peut pas faire de job d'été parce qu'on a très peu de vacances. Moi, j'ai coutume de dire que j'ai jamais travaillé de ma vie, alors que au final, nos professions, ça demande quand même beaucoup. En fait, je pense qu'on trouve ça cool. Quand on est jeune, on voit nos copains à 15-16 ans qui doivent aller travailler dans le camping l'été. Et nous, on se dit, moi, c'est bon. Mais en entendant, en fait, non, moi, c'est pas bon parce que moi, sous 40 degrés, il faut que j'aille courir. Il faut que j'aille soulever des poids alors que j'ai qu'une envie, c'est d'aller à la plage avec les copains. Donc, il y a tout ça. Donc, forcément, il y a avantage des deux côtés et inconvénient des deux côtés. Mais c'est vrai que, du coup, on le découvre vraiment sur le tard. Si tu devais parler à des parents aujourd'hui, en 2025, qui souhaitent inscrire leur fille dans un club de rugby, tu leur dirais quoi ? Je pense que dans un club de rugby, ce qui est top aujourd'hui, c'est de pouvoir confronter des petits garçons à des petites filles dans un monde qui est très masculin, dans une discipline qui est très masculine. Et je pense que ça permet aussi d'en faire de belles personnes et de permettre à certains enfants, comme Roman et moi, de s'émanciper, de prendre confiance en soi et d'avoir cette notion de se battre pour les autres. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Donc, à la petite fille, je lui dirais peut-être la même chose qu'au petit garçon. Et après, moi, je trouve que la force de notre sport, c'est de donner de son corps, mais dans tous les sens du terme, en plus, à quelqu'un d'autre. C'est là où moi, j'aime particulièrement le rugby. Après, dans n'importe quelle discipline, on met notre corps en jeu et c'est là où je trouve le sport et le sport de haut niveau très beau. Quand tu as commencé le rugby, justement, avec ta sœur Romane, est-ce qu'il y a, tu m'as parlé de se confronter avec des garçons, est-ce qu'il y a une anecdote qui te vient en tête, qui pour toi t'as pensé que voilà, ça y est, je fais partie du monde du rugby ? Nous, très tôt, en fait, même si on était très timide avec les garçons, on a très vite été adoptés. Et c'était impossible quand on jouait contre des équipes adverses, on était intouchables avec Roman. S'il nous arrivait le moindre truc, les copains étaient là derrière, ils prenaient notre défense. Donc, je pense qu'eux, ils n'ont jamais fait la différence. Eux, c'est des petites filles, nous, on est des petits garçons, on n'est pas traités de la même façon. Non, pas du tout. Ils étaient super fiers de nous. Ils adoraient jouer avec nous. On n'a jamais eu... Je sais que certaines ont eu la problématique de la petite fille, on lui fait pas de passe, quoi. Ah ouais, à ce point. Ah oui, nous, on est arrivés sur les tournois, on sait très bien que les cibles sur les matchs, viser les filles. Mais même des coachs qui le disent. Ah ouais. Sauf qu'en fait, on était au rendez-vous et on n'avait pas peur de plaquer fort. Donc, je pense que ça aussi, c'est ce qui nous a fait adopter très rapidement par les garçons. Mais pour le coup, oui, il y a cette forme de... Il y a une fille en face de vous, c'est le maillon faible. D'entrée, ils nous ont jamais vu jouer, mais on est le maillon faible. Donc ça a toujours été, je pense que peut-être encore aujourd'hui ça l'est. Donc moi, là où je suis fière, c'est d'avoir connu des petits garçons qui, eux, ont jamais eu cet a priori sur nous, qui nous ont toujours fait confiance les yeux fermés, et peut-être avoir fait aussi changer la vie de beaucoup de monde sur des tournois d'école de rugby quand on avait 7-8 ans, quoi. Et avec le recul, est-ce que pour toi c'était un défi, un challenge ? Bien sûr. Ouais. Tu voyais qu'ils vous prenaient pour des maillons faibles et toi tu disais vas-y viens, je vais te montrer que c'est pas du tout le cas. Ah mais vraiment, ça a toujours été un défi. Je pense que même si on était introvertis, on a toujours eu beaucoup de caractère avec Roman. Et on aime relever les défis. Et pour le coup, on a toujours été courageuse et on a été éduqués par nos parents de cette façon-là, un peu casse-cou. Il n'y a pas de souci, on va à l'aventure et on s'envoie. En tout cas, on ne montre pas qu'on a peur et on donne pour nous, pour les autres, ce qu'on a. Et à quel âge les filles et les garçons sont séparés ? À l'âge de 15 ans. C'est hyper tard.
Ouais, et c'est là où, en général, ça commence à devenir dur pour nous, Ouais. parce que à l'âge de 15 ans, même pour des petits garçons, hein, il y en a qui ont fait la puberté, d'autres Mhm. pas du tout. Et nous, autant on était les plus grandes de nos 7 ans à nos 11-12 ans. Après, on s'est fait rattraper d'un coup. Et pour le coup, là, on commence à sentir malheureusement la grosse différence physique entre hommes et femmes. Et de temps en temps, on a beau être les plus courageuses ou s'envoyer le plus possible, eh bien, on n'arrive pas Ouais. forcément à compenser. Donc, mais nous, par contre, ça a été très dur de quitter les garçons. On n'avait pas envie, Ouais. parce qu'après, du coup, on passe en cadette, Ouais. on se retrouve qu'avec des filles. Avec Roman, on dit non. Non, nous, on veut encore rester une année avec les garçons, on est bien avec les copains. Donc, la transition, en tout cas, elle était pas forcément désirée par toutes les deux. On aurait D'accord. bien aimé continuer plus longtemps, même si c'était physiquement plus dur Oui. quand même. Mais on Et, s'est régalé. et est-ce que ça a changé quelque chose, que tu as dû changer de club? Parce que dans ton club, il y avait une section féminine. Ben, y avait une section féminine et ben, ça c'est un peu la belle histoire de la famille Ménager pour le coup. C'est donc on a l'école de rugby, les cadettes au club et les seniors. Sauf que à une époque, forcément aussi par rapport à la région, c'était très compliqué pour l'équipe senior féminine de se maintenir et on n'avait plus d'effectifs. Maman qui à l'époque préparait les goûters avec d'autres mamans. En fait, elles ont entendu des bruits de couloir qui disaient la section féminine est en difficulté, je pense qu'on va pas pouvoir la garder, on n'a plus assez d'effectifs. Réunion de maman autour du goûter pour les enfants de l'école de rugby, et là en fait elles décident, ben, nous on est là, donc on peut aller enfiler les shorts et les maillots et puis on va sauver la section féminine, parce que je pense que le but premier de ma maman c'est de se dire, je sais qu'elles rêvent de faire de leurs 7 ans au meilleur niveau français à Villeneuve d'Ascq. Je vais mettre toutes les chances de leur côté pour que je puisse leur offrir ça. Donc merci maman, merci aux autres mamans aussi qui ont enfilé le maillot. Et au final, elle s'est pris de passion pour ça. Elle a commencé le rugby à 40 ans et elle a arrêté à 50 ans. Ah ouais. Et Ouais. avant ça, elle faisait déjà du sport? Pas du tout. C'est vrai? Pas du Attends, tout. comment on passe de pas faire de sport à faire le rugby qui est un des sports Et en plus, vraiment, elle ne faisait pas du tout. Là, aujourd'hui, elle vient de faire 60 ans. Elle s'est mise au crossfit parce que bon, le rugby, mine de rien, est hyper impactant pour le corps. Et en fait, je pense que... Mais ma mère a toujours eu une énorme force de caractère. Et le corps, pour elle, ça envoie quelques petites informations. Mais le plus important pour elle, c'est la tête. Et le mental, elle a toujours eu un mental d'acier. Donc, faire du rugby, il n'y a pas de souci. Elle a même joué en top 8 à l'époque, donc qui était le meilleur niveau français. Bon, elle a dépanné. Elle a conscience qu'elle n'avait pas forcément le niveau à cette époque-là, mais il y avait besoin de dépanner. Bon, j'y vais. Et elle a fait le job. Au final, bon, son corps suivait plus trop à 50-55 ans. Elle a dit bon, allez, j'arrête. Bon, c'est déjà pas raisonnable, mal, maman, c'est c'est déjà bien. pas mal. Et du coup, elle s'est dit bon, faut que je me trouve une nouvelle passion. Au début, elle essaye le classique, un peu la Zumba et tout. Sinon, ça me va pas trop. Et là, Romane se met au CrossFit. Maman, elle dit oh, ça a l'air sympa. Maman, 60 ans, au CrossFit, et qui se fait 3 séances par semaine. Donc, une battante. Mais c'est fou, se dire que elle s'est fait les séances de cardio, de muscu, Ah oui, oui, les... oui. Puis elle est toujours fière de nous raconter ouais, cette semaine, j'ai mis autant sur ma barre. Enfin, je ne pensais pas partager ça avec ma maman à 60 ans, mais ça, c'est génial. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc, comme tu as dit, c'est vraiment une belle histoire Ouais. de famille. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta sœur jumelle, Romane? Vous avez commencé le rugby ensemble, d'abord à Villeneuve d'Ascq. T'as suivi, enfin, vous êtes allés ensemble à Montpellier par la suite. Quelle relation vous entretenez? Hyper fusionnel. Après, on n'échange pas beaucoup par les mots, mais plus par des regards, des petits... On se comprend, enfin... Je pense vraiment il n'y a pas de mythe sur les relations jumeaux-jumelles. Il y a quelque chose de très particulier dans tout ça. Et nous, c'est vrai qu'on a énormément de chance d'avoir réussi toutes les deux sur le parcours sportif, parce que le parcours n'a pas été lisse, on n'a pas tout fait, tout en même temps. Il y a eu aussi des moments bien plus compliqués dans notre carrière où une était sélectionnée et l'autre non, des blessures et l'autre non. Donc on ne s'est pas toujours suivi, mais on a quand même la chance d'être toutes les deux en équipe de France et de partager vraiment ça ensemble. Tu dirais que c'est une force d'avoir pu évoluer avec elle? Ah oui, Ouais. énormément. Surtout du fait que très timides toutes les deux. Les premières sélections, c'est très stressant.
Surtout quand on rentre, nous on appelle ça chez les grandes, qu'on passe de la catégorie moins de 20 en France aux seniors. Mais c'est compliqué. En fait, nous, on a toujours notre repère. En chambre, le soir, on se retrouve toutes les deux. On n'est pas obligé, entre guillemets, de se confronter, même le soir, à s'adapter à un autre milieu. Nous, en fait, même si on est à Marcoussis ou à l'autre bout du monde, dans ma chambre, il y a mon cocon familial et il y a la personne, si j'ai besoin de craquer, je craque. Si j'ai besoin de crier de joie, je vais crier de joie, mais parce que elle, je sais que elle me comprendra toujours. Même si j'arrive pas à mettre les mots dessus, elle va me comprendre. Donc ça, c'est un côté hyper rassurant de notre relation et c'est la chance qu'on a de le vivre à deux. Et quand vous êtes partis à Montpellier, c'était pas un sujet, c'était toutes les deux. Ouais, donc pour Montpellier, du coup, ils m'avaient contacté moi. Sur mon premier entretien, en fait, je leur dis oui, moi le projet m'intéresse, par contre, c'est un package. Il y en a une qui rentre, la deuxième, c'est pareil. Bon, tu te doutes bien, pour le coup, ça les a arrangés. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on joue pas au même poste. Ah ouais, ça c'est mieux. Ouais. Du coup, ils prenaient pas 2 centres, 2 ailières ou 2 troisième lignes, c'était une troisième ligne, une centre, donc c'est hyper intéressant. Est-ce que cette proximité, elle a pu créer des tensions, des rancœurs sur des moments où il y en a une qui était titulaire, une qui ne jouait pas? Non, pas de tension, pas de rancœur. Après, je pense que du coup, des fois, celle qui est pas sélectionnée ou celle qui est blessée, c'est beaucoup plus dur mentalement pour elle parce qu'elle a vraiment la sensation d'abandonner sa sœur jumelle et ça, c'est dur à gérer. Même gérer, moi, je sais qu'en 2017, du coup, je suis pas sélectionnée pour la Coupe du Monde, ce qui, d'un point de vue sportif, est logique. Il y avait vraiment du beau monde à mon poste. Ça faisait pas longtemps, moi, que je venais d'intégrer le groupe. J'avais fait très peu de matchs avec le 15 de France. Et Romane avait un tout autre statut que moi à cette époque-là. Sauf qu'au moment de la sélection, Romane est prise et pas moi. Sauf qu'en fait, je vois Romane qui est super triste. Moi, j'essaye de garder la face parce que moi, je suis super fière. Mais du coup, il y a un mélange de sensations qui est horrible en me disant, bon, oui, je suis déçue pour moi, mais je le comprends, le choix. Donc, à la rigueur, c'est pas très grave. J'aurai d'autres occasions et juste, je me remets en question, je vais travailler, je vais y arriver. Sauf que dans ma tête, il y a aussi le truc sauf que j'ai pas été au niveau, donc je peux même pas l'accompagner. Aujourd'hui, c'est à cause de ça qu'elle est triste. Et peut-être qu'au lieu de vivre son aventure à 200%, elle va la vivre à 150%, juste parce qu'il y a une partie d'elle qui est pas avec elle. Donc ça, des fois, c'est super dur à gérer, même sur la blessure, pour le coup. Des fois, c'est un peu compliqué à gérer. Ouais, donc c'est vraiment une véritable force. Ouais. Même si on le dit en général, sur le terrain, on ne se rend pas compte si on est deux ou si on n'est qu'une, parce qu'on a vraiment créé un lien fort avec l'ensemble de l'équipe, que ce soit en club ou en équipe de France. Donc une fois qu'on est sur le terrain, on dissocie vraiment la joueuse de ma sœur jumelle, sauf sur les moments de blessure. Ça, c'est toujours un moment très compliqué à gérer. Mais pour le côté, tout ce qui est préparation, émotion autour des matchs et de la vie collective, c'est vraiment un gros atout d'avoir sa sœur jumelle ou sa sœur, parce que je le vois avec Théani et Manae dans le collectif, c'est pareil, je pense que c'est particulier de vivre ça avec sa sœur. Et justement, dans la vie quotidienne du club, comment se passe un peu l'organisation dans un club de rugby féminin versus un club de rugby masculin? Alors, le jour et la nuit, noir et blanc. Franchement, pour le coup, nous, quand on est au sein du 15 de France, tout est mis à notre disposition pour la performance et le bien-être de la joueuse. Donc, prépa mentale, des kinés, un staff hyper étoffé, des retours vidéo, des journées où tout est calculé pour la performance, et le club, où on a des kinés qui sont bénévoles et qui courent partout pour nous faire, qui doivent faire 10 straps aux filles, sauf qu'ils ont 20 minutes pour le faire. Les straps que les joueuses ramènent elles-mêmes, parce que en fait, le stock de straps, il n'est pas suffisant pour la saison. Donc il y a un moment dans la saison, on se retrouve sans strap, on va chercher notre strap. Les filles qui ont fait 8h, 18h, qui sortent du boulot et qui sont en train de courir pour arriver à l'heure dès qu'elles peuvent à l'entraînement. On ramène même, ça c'est à chaque fois, la première fois que j'ai dit ça à mon copain, il me dit, mais Marine, c'est pas possible. Donc nous, on joue en élite 1, donc le plus haut niveau du championnat français. On part avec nos pique-niques en déplacement. On fait les gâteaux pour la buvette du match. Donc vraiment, c'est
un tout autre monde. Et en fait, il y a vraiment le choc entre la période internationale où on est vraiment dans un cocon qui est des fois presque extrême. Hein. On fait nos lessives, on mange super bien. Enfin, vraiment, tout est fait pour la performance et que le joueur se consacre qu'à sa pratique. Et la semaine d'après, on retourne en club et on doit faire le pique-nique pour le week-end et limite se strapper nous-mêmes. Donc il y a vraiment un décalage énorme et surtout le statut des joueuses. Nous, on est salariés, c'est notre métier et en club, par contre, les filles se font des journées mais monstrueuses. Franchement, moi, je leur tire le chapeau parce que c'est hyper éprouvant et on demande énormément aujourd'hui à des joueuses d'élite 1 en termes d'entraînement. Mais à un moment, c'est plus compatible. On va tirer trop sur la corde et ça va être de plus en plus compliqué. Parce que toi, ton statut, tu es salarié de ton club ? Non, je suis salariée. Mon employeur, c'est la Fédération française du rugby. Donc, je suis joueuse professionnelle sous le titre de la Fédération française du rugby. Et en club, je signe une licence. Au même titre que le petit de 7 ans qui signe sa licence à l'école de rugby. J'ai aucun contrat avec le club. Et je signe juste mon contrat avec la Fédé. C'est fou, c'est assez schizophrène comme façon de procéder. C'est très particulier. Je sais qu'il y a des clubs, le club de Villeneuve d'Ascq qui a créé quelques contrats pour les filles. Mais c'est vraiment plus pour stabiliser le statut de la joueuse que vraiment réussir aujourd'hui à lui permettre de commencer à vivre de sa passion. C'est vraiment plus une question de statut et de reconnaissance de la joueuse. Parce qu'aujourd'hui, les moyens dans le rugby féminin, c'est très, très compliqué, en tout cas en championnat. Parce que sur un plan purement très, très pratique et très concret, j'ai l'impression que ça se rapproche un peu du fonctionnement de l'escrime, où nous, on n'est pas du tout salariés par la Fédé, donc on est vraiment à 100% amateur. Mais vous, j'ai l'impression que c'est un peu, tu disais les contrats que Villeneuve d'Ascq a créés, ce ne sont pas des salaires, ce sont plus des notes de frais, des factures, des choses comme ça. Ouais. Donc en fait, il y a un statut assez précaire où vous ne cotisez pas pour la retraite, la Sécu, ce n'est pas la même. Donc, c'est exactement ça. C'est du dépannage, quoi, au final. C'est du dépannage et ça permet peut-être, de payer les courses du mois et les déplacements et le pique-nique du week-end. Mais pour le coup, c'est vraiment ça. Et il y a, en plus, du coup, on est en train de créer un fossé entre les internationales qui ont les moyens de s'entraîner, du coup, de vachement progresser, et les joueuses de club qui restent sur ce statut amateur. Donc, on a des filles qui s'entraînent énormément et qui ont tous les moyens nécessaires pour le faire. Aujourd'hui, on est doté de GPS, même quand on est en club. On est suivi par les prépas de la fédération. Donc, on a vraiment un suivi qui est hyper optimisé. Et on se confronte tous les week-ends à la fille qui a fait son 36 heures et qui, en plus, a fait tous les entraînements le soir et peut-être a traversé la France ce week-end pour jouer le match de rugby. Donc là, on est en train vraiment d'avoir une différence énorme entre les joueuses pro et les joueuses amateurs et amateurs. Donc, si je comprends bien, votre statut de salarié est dépendant du fait que vous soyez sélectionné en équipe de France ou pas ? Alors, c'est soit tu es international, soit tu es amateur, et on est une trentaine de contrats en France. Sur le rugby à 15. Après, il y a les contrats du rugby à 7 aussi. Mais sur la totalité des filles qui jouent au rugby aussi, aujourd'hui en France, on est une petite trentaine à avoir la chance de pouvoir vivre de ça. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez symptomatique du sport, quand je dis amateur, toi tu es professionnel, mais du sport amateur en France, où en fait on attend que tu fasses tes preuves et d'avoir un bon niveau avant de te donner la chance de progresser. Alors que j'ai l'impression que si on donnait plus de moyens à des jeunes plus tôt, leur progression serait plus rapide. Oui, mais j'ai exactement la même vision que toi sur ça. La Fédé essaye, parce que je crois que si je ne me trompe pas, j'espère ne pas dire de bêtises, mais ils ont mis en place des contrats pour les jeunes, des contrats espoirs, et ces filles qui sont espoirs peuvent autant aller un peu avec le 7, un peu avec le 15. Ils développent, mais il n'y en a pas énormément. Je pense que si déjà on arrive en club à avoir quelques contrats, pour une dizaine de contrats par club, ça serait déjà énorme. Et ça ferait tellement évoluer notre sport. Aujourd'hui, en Angleterre, ils sont sur ce modèle-là. Et
on le voit. Aujourd'hui, c'est les meilleurs, pas pour rien. Et quand on s'est amusé à regarder la finale du championnat il y a 2 semaines, du championnat anglais, et on n'est pas dans le même monde. Elle, oui, elle se rapproche du monde international où c'est ultra performant. Elles ont des staffs avec 20 personnes. Nous, en club, on a coach avant, coach 3/4, 2 kinés bénévoles, un médecin qui jongle entre toutes les catégories et un manager qui s'occupe de tout le monde. Donc, pour le coup, ouais, on n'est pas du tout sur le même équilibre. Et qu'est-ce qui, selon toi, pourrait contribuer à améliorer la vie en club et le championnat? Mais je pense que comme dans tous les sports, la médiatisation, toi, tu as dû le connaître vachement avec l'escrime. Si on met un coup de projecteur, si des entreprises sont intéressées pour justement faire progresser le sport féminin ou certains sports individuels, on peut grandir, mais il faut de la médiatisation parce que sinon on n'intéresse personne. Si personne nous voit, on ne peut pas les intéresser. Ouais. Je vais te montrer une photo. Et est-ce que tu peux me raconter ce que ça t'inspire et le contexte de cette photo? Alors du coup, la photo, c'est le premier Grand Chelem que je fais moi avec l'équipe de France en 2018. Donc c'est des super souvenirs à l'époque où c'était notre dernier titre. Et putain, on avait des sacrés joues quand même. Mais ouais, c'est des super souvenirs. Et je me souviens encore, on le gagne au Pays de Galles. On fait un match sous la pluie sur un stade qui est à l'image du rugby féminin de l'époque. On devait traverser tout un complexe pour avoir accès au terrain. Le terrain, il y avait des flaques, mais pas possible. On avait les moins de 20 qui avaient joué juste avant sur le stade, donc qui avaient un peu labouré le champ avant nous. Donc, pour le coup, le contexte était vraiment à l'image de la considération que le rugby apportait aux femmes dans ce milieu-là. Et au final, en fait, ça a fait des super souvenirs parce qu'on a galéré. On a remporté ce tournoi, on a fait la fête avec les moins de 20 ans à l'époque, donc il y avait vraiment ce côté rugby. Moins de 20 ans France. Mais France féminine? Non, les garçons. Donc, donc pour le coup, on avait partagé tout ça ensemble et c'est des super souvenirs. On voit que, du coup, je sais pas, c'est toi qui as la carte ouverte? Ouais, c'est ma petite spéciale. Pour le coup, je pense une quinzaine de points là sur le même côté du visage. Ils ont bien travaillé, ça se voit pas trop. J'aurais jamais pu deviner là. En 2016, tu gagnes le championnat de France avec ta sœur Romane. Est-ce que tu peux me raconter la sensation? Quand est-ce que vous l'avez su? Raconte-moi le contexte un peu. Je pense déjà c'est mon plus beau souvenir rugby. Nous, comme je t'ai dit, on a grandi dans ce club, on connaît du papy qui signait les licences du début d'année au président du club avec qui on a été super proches et on est encore aux dames qui servaient le goûter parce que souvent c'était les mamans. Vraiment, on connaissait tout le monde dans ce club. On avait grandi avec des joueuses qu'on a connues en tant que coach quand on était petite, à jouer avec elles des années plus tard. Donc vraiment, c'était plus que juste notre club, c'était vraiment notre seconde famille. On était tout le temps fourrés au club, on passait un peu notre vie là-bas. Et de le remporter, de vivre ces moments-là avec toutes les personnes qu'on aime, surtout que pour le coup, Lille, on était vraiment le petit poussé, quoi. On se battait chaque année contre Montpellier, qui était l'ogre. Puis Montpellier, vraiment 8 titres de championne de France. Vraiment autre dimension. Nous, Lille, voilà, les nordistes. En général, c'était la punition quand tu devais monter à Lille pour jouer le week-end parce que tu prenais la pluie, la neige, ce qui était vrai de temps en temps. Et pour le coup, ça faisait 3 ans, je crois, qu'on perdait les finales contre Montpellier. Donc ça faisait déjà 3 ans qu'on avait réussi à se faire une place de choix quand même dans le championnat, mais on n'arrivait vraiment pas à passer le step de remporter cette finale. 4e année, encore finale contre Montpellier. Et là, tu dois le ressentir toi aussi en escrime, mais il ne pouvait rien nous arriver. Tout ce qu'on tentait, ça réussissait. En plus, choix improbable, c'est un terrain neutre, les finales. Et en fait, le terrain neutre, Massy.
entre Lille et Montpellier, ils ont décidé c'était Massy le terrain neutre. Bon, parfait. Donc, stade 90% de Lillois. Donc, pour le coup, ambiance qui était plus que pour nous. C'était notre jour, tout passé. Et cette fin de match, quand tu sautes dans les bras de... moi, j'ai l'image Alex Pertus, Laura Dimouzeux aujourd'hui, qui est présidente du club et en fait, que je connais depuis que j'ai 7 ans, avec qui on a tout vécu, de voir mes parents qui, pareil, ont tout vécu au club, ont découvert le monde du rugby là-bas. Mais vraiment, je connaissais tout le monde. Donc, pour le coup, c'est pas du tout la même émotion de serrer dans ses bras de joie quelqu'un avec qui tu as tout vécu de tes 7 ans à ta vie de femme à 20 ans. Ça a toujours une saveur très particulière. Et oui, le titre avec Lille reste... Moi, j'ai peu de mémoire sur les matchs, mais le terrain de Massy, je m'en souviens comme jamais. Les actions, je m'en souviens comme jamais. Et c'est ça qui rend ce truc un peu particulier, parce que c'est juste de le partager avec des personnes avec qui tu as vécu plein d'autres trucs qui, des fois, ne concernent pas du tout le rugby. Ah, puis ça arrivait jeune. Ouais. Vous aviez 20 ans, ta sœur et toi 2016. Ouais. Donc, ouais, 20 ans. Ah, c'est fou. Ouais. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de la non-sélection, de ta non-sélection en équipe de France. J'aimerais revenir à ta première sélection. Comment ça se passe déjà? Comment on t'apprend ta sélection? Et ensuite, le contexte aussi. Nous, en général, on a le téléphone qui sonne et il faut surtout pas le louper, sinon tu as le message. Est-ce que tu peux me rappeler? Là, tu sais pas trop, du coup. Non, c'est par téléphone. Et après, sur le moment, tu es au téléphone, tu dis oui, merci, non, avec plaisir. Et après, tu raccroches et tu es en folie, quoi. T'exploses. Et moi, ce qui a été, par contre, un peu particulier, c'est que Roman avait déjà mis le pied en équipe de France avant moi. Donc, entre guillemets, j'étais un peu attendue. Il y avait beaucoup de médias qui avaient fait beaucoup d'articles sur quand le duo des jumelles rassemblait. Et en fait, quand la liste des sélections est arrivée, là, tout le monde nous a contactés, on veut faire un article. Mais en fait, moi, ce qui m'a dérangée à ce moment-là, c'est que j'étais juste la sœur de Roman, j'avais encore rien prouvé sur le terrain, j'étais personne. Je ne pense pas qu'on fasse un article sur toutes les joueuses qui font leur première sélection. On écrit une ligne, oui, mais on ne fait pas des gros articles, on ne fait pas des gros reportages télé sur elles. Et moi, en fait, j'ai eu tout ça, alors que je ne me sentais pas du tout légitime. D'accord. Et qu'on l'a fait parce que c'est les jumelles, parce que c'est la belle histoire. Ouais, mais la belle histoire, elle est plus belle à raconter encore quand les deux ont réussi à... Parce que c'est pas le tout. On le dit beaucoup aux jeunes et on nous l'a dit aussi quand on est arrivé. C'est pas tout d'avoir une sélection. L'objectif, c'est de perdurer dans le temps et d'apporter quelque chose à cette sélection. Donc, pour le coup, ouais, ça a été un moment un peu magique et un peu particulier parce qu'en fait, au final, ça me dérangeait d'avoir rien prouvé, d'avoir trop de lumière d'entrée, juste par rapport à un lien de légitimité. Ouais, je comprends, c'est assez cohérent avec les valeurs du rugby. Ouais. Et justement, comment ça s'est passé ton entrée dans cette équipe de France? Est-ce que tu as directement pu apporter un peu ta pierre à l'édifice? Ah non, j'aurais bien aimé que ça se passe cash comme ça, mais non, ça se passe comme toutes les premières années en sélection en général. Après, Romane, comme je t'ai dit, elle a très vite percé. À 19 ans, elle fait même pas sa deuxième année moins de 20. À 19 ans, elle est appelée avec le 15 de France pour le tournoi de destination. Waouh, ça, à la rigueur, ça n'a même pas été un problème à gérer parce que moi, j'étais bien avec les moins de 20. Je savais que le parcours logique, c'était je fais mes 2 années moins de 20 et après seulement, il va falloir que j'aille en équipe de France. Donc sur ça, je ne m'étais pas trop mis la pression. Et Roman, très vite, a fait beaucoup de matchs. Et moi, j'ai eu le parcours, entre guillemets, plus classique. Mes années moins de 20, j'arrive en 2016 pour la tournée d'automne. Super, ils veulent me tester d'entrée. On joue contre les États-Unis, qui à cette époque-là n'est pas une énorme nation. Donc, on veut faire jouer les petits jeunes. On me met titulaire. Je fais pas... Oui. Je fais mon match, mais sans grande fulgurance. Enfin, voilà, propre, parce que bon, t'es quand même... t'es un peu stressé, tu veux tout faire bien, sauf qu'en fait, je pense que la magie dans le rugby, c'est que il
Il faut pas juste être propre. Ouais. L'initiative et le fait de tenter des choses, c'est la magie de notre sport. C'est ce qui fait un grand joueur ou un joueur juste bien, qui des fois du coup peut très vite se faire prendre la place. Mais ça, on le comprend des fois bien plus tard. Et moi, mes blessures, mon parcours ont fait que je l'ai compris bien plus tard. Et du coup, j'étais dans ce schéma de celle qui veut tout faire bien, tout propre, sauf que voilà. Donc en fait, je fais des premiers matchs en tournoi à destination. J'en fais un premier, d'ailleurs à La Rochelle, où je retourne ce week-end. Et après, je suis pas trop rappelée. Je fais 24, je matche pas trop. Les années suivantes, c'est un peu pareil. Un coup, je suis titu, un coup, je suis remplat, un coup, vraiment pas dans le groupe. Et en fait, ça continue un peu tout le parcours comme ça, jusqu'à... on augmente petit à petit, on fait un peu plus de matchs, un peu plus de rencontres, on commence à prendre une place un peu différente. Mais toujours dans un peu le ventre mou du groupe. La joueuse sur qui on compte. Mais s'il y a une joueuse plus en forme à ce moment-là, on peut s'en passer, quoi. On peut la mettre sur le côté. Et après, moi, mon gros déclic, du coup, ça a été ma blessure à la cheville en 2020, où je fais une première entorse sur une tournée. Je reviens, je m'arrête un petit peu, 2-3 mois. Je reviens pour le tournoi de destination, premier match, deuxième ligament qui se rompt. On me dit, désolé Marine, mais rentre à la maison. Ouais. Et sachant que tu es en sursis plus, le dernier, il tient pas à grand-chose, donc prépare-toi, la prochaine entorse, c'est opération. Bon, tu prends quand même un coup de massue, je rentre à la maison un peu déprimée. Et à cette époque-là, j'ai mon beau-frère qui me dit, viens déprimer à la maison, on a une petite soirée entre amis, et ça va te changer les idées. Et en fait, moi, je crois beaucoup au destin. Et c'est pour ça que j'ai du mal des fois à parler d'échecs. Je parlerai plus de leçons ou justement des coups du destin. Et en fait, le coup du destin, c'est que grâce à ma blessure, je rentre bien plus tôt. Mon beau-frère il m'invite avec ses copains du rugby. Et là, je tombe sur qui est mon copain aujourd'hui. Et grâce à lui, j'ai eu des énormes déclics sur moi, ma personnalité, sur la femme que je veux être, la femme que je veux dégager. Et en fait, tout ça m'a débloqué sur le rugby. Et je pense que c'est aussi là, moi, le gros tournant de ma carrière, au final. Pour revenir au capitanat, en fait, aujourd'hui, tu es co-capitaine de l'équipe de France de rugby. Donc, tu en as fait du chemin depuis ton entrée en équipe de France. J'ai pas mal de questions parce que nous, en escrime, on n'a pas ce rôle qui est... Il y a des leaders, mais ce rôle n'est pas vraiment désigné, il n'est pas officiel. Toi, comment ça se passe? Qui te nomme? Et concrètement, en quoi ça consiste? Il y a différents types de capitaines. Nous, avec Manae, du coup, on a plus été prises, pas pour nos grands discours, mais plus pour l'état d'esprit qu'on dégageait au groupe. Combativité, dépassement de soi, le fait vraiment de toujours s'envoyer à 100%. Après, il y a des jours où ça marche moins bien que d'autres, mais au moins, on essaye de dégager ça pour le collectif. Et nous, en tant que capitaine, du coup, on est un peu garante de cet état d'esprit-là. On doit le montrer au collectif et en retour, on est garante du fait que le collectif suive un peu cette marche-là. Et pour le coup, il y a ce côté-là pour le groupe et il y a le côté relations médias. Pour les matchs, pour le coup, moi, je prends pas trop cette partie-là. Donc, relation avec les arbitres, le toss des débuts de match. Là, c'est la partie de Manae qui joue sur un poste de devant, donc qui est plus facilement en contact avec l'arbitre et surtout qui est bilingue, ce que je ne suis pas du tout. Mais c'est réfléchir en permanence pour ce qui est... Quel est le mieux pour l'équipe? Donc on échange énormément avec l'ensemble du staff et l'ensemble des joueuses. Et en fait, on est un peu la passerelle entre les deux. Mais après, on est vachement accompagnés. On a tout un groupe leader quand même autour de nous, dans différents secteurs. Donc nous, c'est vraiment garante de l'état d'esprit un peu du collectif. Et comment tu tentes ou tu arrives à progresser dans ce rôle? Est-ce que tu m'as dit que tu n'es pas forcément très vocal. Est-ce que les causeries d'avant-match, ça t'a peut-être forcé à t'ouvrir un peu plus? Ouais, au début, du coup,
On s'est mis d'accord avec le staff, donc avec David et Gaël qui sont managers, et avec Manaë, on discute énormément tous les quatre. Et on a dit, nous, c'est pas notre point fort. Vous le faites très bien. Nous, c'est pas notre point fort. Il y a sûrement des moments où ça va sortir naturellement. Et au début, on a un peu fonctionné comme ça. Prenez le relais sur les discours et les causeries d'avant-match. Et petit à petit, en fait, très naturellement, c'est arrivé, que ce soit pour moi ou Manaë, on a besoin de sortir quelque chose, on a besoin de remonter le groupe à ce moment-là. Et le naturel a pris le devant. Et finalement, c'est quelque chose où on se sent bien plus à l'aise aujourd'hui, toutes les deux, parce que le groupe sait comment on est dans la vie de tous les jours. Donc ça sert à rien de commencer à se dire je me prépare une grande feuille avant match, il faut que je... Non. Nous, notre groupe, il fonctionne énormément avec le cœur. Donc, en fait, on sort ce qu'on a dans le ventre à ce moment-là. Et s'il n'y a rien qui sort, il y a les managers, les coachs qui sont là pour prendre le relais et pour avoir un discours un peu différent. Mais nous, on n'a pas trouvé ça essentiel. Notre rôle de capitaine, c'est pas forcément toujours nous entendre que nous. On laissera peut-être la place à d'autres parce que leurs émotions, elles parlent à ce moment-là. Et c'est pertinent. Donc, on essaye un peu de faire le plus simple possible, le plus naturel possible. Comment as-tu vécu l'évolution du rugby féminin? Vous avez plus de médiatisation, le statut évolue de façon plus professionnelle. Et aussi, est-ce qu'il y a eu un effet Jeux Olympiques? Nous, l'effet Jeux Olympiques, pour le coup, il touche un peu moins le 15, même s'il y a quand même eu l'effet Dupont. Oui. Donc là, on le voit aujourd'hui. Là, je crois que j'ai vu sortir un truc il n'y a pas longtemps. Le rugby est en train de devenir le sport le plus regardé avant le foot. Oui, ça j'ai vu ça, c'est sorti récemment. Donc je sais pas d'où provient la source, donc je vais pas trop mouiller sur le sujet. Non, mais c'était sur l'équipe, donc je pense qu'ils ont de bonnes sources. Non, c'est bon, j'ai vu cet article aussi. Et du coup, pour le coup, je pense que oui, l'effet JO, l'effet Dupont, et là c'est en train de rebasculer. Mais nous, on le voit aujourd'hui, même les féminines, on joue toujours en France dans des stades pleins. Alors que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc on va essayer d'utiliser cette vague-là pour faire monter aussi la visibilité de tous les sports féminins, de montrer que c'est génial à regarder et je pense que c'est hyper épanouissant. Moi, ce qui me touche aujourd'hui beaucoup, c'est que je pense que beaucoup d'anciens rugbyman avaient une image un peu faussée du rugby féminin. Et il y en a beaucoup qui viennent nous voir pour nous dire mais je me régale. Aujourd'hui, c'est un rugby que j'aime, un rugby qui m'a manqué aussi. Parce que nous, on a des côtés des fois un peu moins stratégiques. On est plus dans le jouet, la spontanéité. Le plaisir, la spontanéité. Donc, pour le coup, on se rend compte qu'il y a une bascule. Maintenant, il faut qu'on arrive à la saisir et qu'on arrive justement à montrer le meilleur visage de nous-mêmes pour faire grandir cette médiatisation. Tu l'as évoqué un peu plus tôt, la fémininité. Quelle place ça a dans le rugby, qui est un sport réputé très masculin? Je pense notamment à l'adolescence, le corps où le corps change, la puberté. Comment tu as vécu ta féminité en étant joueuse de rugby? Justement, je pense que moi, le rugby a développé ma féminité. J'étais plus petit garçon manqué dans mon enfance. Et je voulais vraiment marquer ce truc de... Je peux jouer au rugby, je peux me jeter dans la boue le week-end, ça ne me pose pas problème. M'ouvrir le front, ça ne me pose pas problème. Par contre, dans la vie de tous les jours, je suis une femme et j'ai envie qu'on m'identifie en tant que femme. Et même, j'aime jouer sur ce côté. Si je vais être invitée à un événement rugby, je vais me mettre sur mon... Enfin, franchement, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour avoir le truc de... Ah, mais... Ce qu'on a tout le temps. Je savais pas que les joueuses de rugby ressemblaient à ça. Du coup, tu la vois comment? Et en fait, souvent, on joue un peu de ça. On est beaucoup à jouer avec ça. Vous la voyez comment, vous, la joueuse de rugby? Petite, costaud, avec les cheveux courts, un peu garçon. Du tout, votre image est complètement faussée, quoi. C'est pas parce que tu fais un sport dit masculin que dans la vie de tous les jours, tu es masculine. Tu peux l'être. Aujourd'hui, on est dans une société où il y a tous les profils et c'est très bien. Mais on ne veut pas ce stéréotype de dire elle fait du rugby, du coup c'est un petit garçon. Non, je fais du rugby et à côté je suis une femme. J'aime m'apprêter, j'aime me maquiller, j'aime bien m'habiller. C'est mon plaisir à moi. Il y a le terrain et il y a la vie d'à côté. C'est deux mondes différents.
Et la vie d'à côté, comment vois-tu la suite de ta carrière? Est-ce que tu te vois encore jouer longtemps au rugby? Honnêtement, non. Parce que justement, je suis très épanouie dans ma vie à côté du rugby. Et pour le coup, il me tarde souvent de connaître le monde du travail, une vie de maman, une vie de couple sans déplacement toute l'année, des week-ends où je choisis le programme et de ne pas recevoir un calendrier. La saison précédente, avec mon année, elle fonctionne comme ça. Je commence vraiment à vouloir donner bien plus de temps aux gens que j'aime, parce que c'est un côté très frustrant de la vie de sportif de haut niveau. On loupe énormément de choses. Et là, c'est quelque chose qui m'impacte de plus en plus, qui m'impactait un peu moins à un moment. Est-ce que tu devrais devenir maman tout en continuant ta carrière? Non, ça, pour le coup, non. On le voit de plus en plus, et là, dans l'équipe, donc on a Agathe qui est maman, et c'est juste magique. Là, sa petite nous a accompagnés pour aller en Irlande, elle a pris l'avion avec nous. Alors, c'est des moments que quand je vois, ça me fait rêver. Je rêverais de le vivre avec mon enfant. Mais pour le coup, je pense que ça me ferait naître aussi trop de frustration de louper, c'est ce que je disais, en fait, de louper des moments hyper clés avec les personnes que j'aime. J'en ai loupé beaucoup et je veux surtout pas les louper avec mon enfant. Donc, pour le coup, non. Moi, je prends le parti de dire j'arrêterai ma carrière en grande partie pour ça et je la reprendrai pas forcément. Je suis sûre de ne pas la reprendre pour pouvoir profiter justement de tous ces moments-là. Ok, parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marine. Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur les plateformes de streaming ou en vidéo sur Spotify et YouTube. À bientôt pour un épisode du Rebond.